Alors, l'analyse monétariste. L'analyse monétariste, c'est le développement le plus sophistiqué, le plus radical. Enfin, non, après, il y aura encore la nouvelle économie classique qui va encore plus loin, concernant cette approche dichotomique de la monnaie. Alors, quels sont les fondements de l'analyse monétariste moderne? Donc, je vous rappelle, on a déjà parlé à plusieurs reprises de ce courant monétariste, qui est un courant néoclassique pur et dur, on dirait ultralibéral aujourd'hui, qui est dominé par un monsieur qui vient de mourir, il y a quelques années, qui s'appelle Milton Friedman, et qui est le chef de file d'une célèbre école économique, pas école au sens on y enseigne quelque chose, école au sens ensemble de théories qui font partie du même courant de pensée, qui s'appelle l'école de Chicago. Donc c'est lui qui va effectivement donner une version très dure et très pure de la théorie quantitative de la monnaie. Alors, quelle est son interprétation? Eh bien, d'abord, Friedman, il a un intérêt, c'est que lui, il a connu Keynes et qu'il va travailler après lui. Donc, il va pouvoir prendre en compte les critiques keynésiennes dont nous venons de parler à l'égard de cette théorie quantitative de la monnaie. Et il va pouvoir donc intégrer un certain nombre de résultats keynésiens dans sa propre théorie. Alors, ce qu'il faut bien comprendre chez les monétaristes, c'est que ils ont un but qui est de renvoyer aux poubelles de l'histoire la théorie keynésienne, et plus que la théorie, les politiques économiques issues de la théorie keynésienne, c'est-à-dire toutes les politiques économiques menées par les États-providence après la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a un objectif idéologique extrêmement fort. Cet objectif idéologique, Friedman va essayer de l'atteindre en produisant un ensemble conceptuel pertinent. Alors, il ne s'agit pas simplement de détruire politiquement l'ennemi dans ce cas-là, mais il s'agit aussi de montrer qu'intellectuellement, il a tort sur un certain nombre de points. Donc, ne pas oublier que dans ce courant, on veut montrer que si l'État intervient, et si l'État intervient dans le cadre de politiques conjoncturelles de relance, eh bien, il ne peut provoquer que des choses pires que les maux qu'il souhaite soigner. Donc ça, c'est extrêmement important d'avoir ça à l'esprit. Alors, quels sont les effets à court terme de la variation de la quantité de monnaie chez Friedman? Eh bien, il reconnaît que la politique monétaire peut être efficace sur le court terme. Donc voilà en quoi il a bien lu Keynes et qu'il a retenu une de ses principales conclusions en ce qui concerne la monnaie. Et donc il est assez d'accord, la politique monétaire va pouvoir être efficace sur le court terme. Alors, la politique monétaire, je vous rappelle, globalement, elle consiste à faire varier la quantité de monnaie en fonction des besoins de l'économie. Donc s'il y a de l'inflation, on va restreindre la quantité de monnaie pour faire diminuer les prix. Et au contraire, s'il n'y a pas beaucoup de production, s'il y a une croissance extrêmement faible, voire une récession, eh bien on va augmenter la quantité de monnaie à disposition de l'économie pour essayer de relancer l'économie. Voilà. En gros, le mécanisme se situe là. Et lui, il dit, OK, sur le court terme, eh bien, les variations de la quantité de monnaie vont peser effectivement sur le volume de l'emploi et sur le volume de production. C'est possible. Bon, donc, accord avec la théorie keynésienne. Là où ça va se gâter par rapport à la théorie keynésienne, c'est évidemment sur le long terme, où Keynes va être complètement mis à mal par les réflexions de Friedman, qui va montrer que l'augmentation de la quantité de monnaie dans l'économie génère toujours de l'inflation sur le long terme. Donc ça va pas relancer l'économie. En fait, ça va faire que présenter un nouveau déséquilibre de l'inflation. Alors, cette inflation, parce que, après tout, l'inflation, pourquoi pas ? Ça peut être
Ça peut être un mal nécessaire. Mais lui, il va montrer que l'inflation a des conséquences essentiellement négatives. L'inflation va modifier durablement les comportements. Comportements de consommation. Ah, on a vu, on ne sait pas ce que le consommateur fait quand il y a inflation. Est-ce qu'il prend dans son épargne pour maintenir son pouvoir d'achat et toujours consommer autant? Est-ce qu'il restreint sa consommation en attendant que les prix soient plus sages? Est-ce qu'au contraire, il fuit devant la monnaie parce qu'il pense que les prix vont toujours augmenter? Quoi qu'il en soit, Friedman a raison, l'inflation modifie le comportement des agents, même si on ne peut pas toujours préciser à l'avance dans quel sens. C'est vrai pour la consommation, c'est donc vrai pour l'épargne, qui sont totalement liés, et puis c'est vrai pour l'investissement. Hein, on peut considérer que l'investissement, il réagisse plutôt positivement à l'inflation, globalement. Mais même ça, c'est discutable. Hein, parce qu'on avait vu qu'il y avait l'effet de levier qui permettait effectivement d'améliorer la rentabilité de cet investissement. Alors, ça modifie la répartition des revenus, puisque les revenus fixes sont pénalisés par rapport aux revenus variables, ceux qui sont plus facilement indexables sur les prix. Et finalement, eh bien, ce sont les grands équilibres macroéconomiques qui vont être perturbés par cette poussée d'inflation. Et c'est pour ça que Friedman considère que la politique monétaire est nuisible. Parce qu'elle provoque, d'abord, elle ne réussit pas à atteindre les buts qu'elle s'est fixés, c'est-à-dire relancer l'activité, et ensuite elle va provoquer l'apparition d'un certain nombre de dysfonctionnements. La politique monétaire engendre donc des dysfonctionnements dans le système économique, elle est nuisible. Et le mot nuisible est totalement adapté à la pensée de Friedman. Lui, il serait pour que dans la Constitution, il y ait un article qui dise il est interdit de mener une politique monétaire. Carrément. Donc, parce qu'il pense que c'est une très très mauvaise chose pour les systèmes économiques. Alors, ensuite, il nous présente le concept d'anticipation adaptative des agents économiques, et que précisément c'est dans cette attitude d'anticipation qu'on va trouver les explications de l'inefficacité de la politique monétaire. Alors, c'est quoi une anticipation adaptative? Eh bien, c'est le fruit de l'expérience des agents économiques citoyens. En effet, l'histoire économique passée, leur montre que, eh bien, il y a de l'inflation quand la quantité de monnaie augmente, et comme ils le savent, eh bien, ils vont l'anticiper. Dès qu'ils savent que la quantité de monnaie augmente dans l'économie, eh bien, ils vont anticiper la conséquence logique et prévisible, à savoir l'inflation. On peut s'interroger sur la crédibilité de cette hypothèse. Comment des agents économiques, avec une culture économique assez faible, on va dire, surtout plus on remonte dans le temps et plus la culture économique est faible, comment peuvent-ils savoir que la masse monétaire augmente? Posez la question autour de vous, demandez à vos proches, à vos parents, à vos amis, est-ce que la masse monétaire augmente en ce moment? Je pense que vous serez assez surpris des réponses que vous allez entendre. Bon, eh bien, ce petit test, ce micro-test, on pourrait le faire à l'échelle de la population. Je pense qu'on obtiendrait des résultats à proprement parler hallucinants. Donc comment la rationalité, je veux bien l'entendre, mais pour être rationnel, il faut avoir de l'information et avoir la compréhension de l'information. Et moi, ce que je dénie un petit peu à cette théorie, précisément, c'est totalement irréaliste de penser que les agents économiques ont cette connaissance et cette compréhension de la chose économique. Si tel était le cas, effectivement, on pourrait penser qu'ils anticiperaient la conséquence logique de cette augmentation de la quantité de monnaie, à savoir l'inflation. Bref, pour Friedman, lui, ça fait pas de doute. L'homo economicus est cultivé et utilise sa culture et ses informations pour maximiser sa satisfaction. On est bien dans la logique totalement libérale. Cette anticipation donc de la part des agents économiques, eh bien, va réduire considérablement l'impact de la hausse des quantités de monnaie sur la production. Pourquoi? Si les agents économiques s'aperçoivent que l'augmentation de la quantité de monnaie en circulation
ne va pas créer de l'emploi et de la production supplémentaire, mais de l'inflation. Alors, ils ne vont pas utiliser ces nouvelles facilités, soit pour consommer, soit pour investir. Autrement dit, ils ne vont pas augmenter leur demande de monnaie parce qu'ils savent que de toute façon, derrière, il y aura quelque chose à payer qui s'appelle de l'inflation. Donc le fait de le savoir fait que ça neutralise totalement les sommes d'argent potentiellement consacrées à la reprise économique, à l'investissement, à l'emploi, etc., puisque personne ne va utiliser cet argent. Donc ça, finalement, ça détruit dans l'œuf toute tentative de politique monétaire efficace. L'augmentation de la quantité de monnaie ne débouche pas sur une croissance de la demande de biens et de services. Donc c'est l'objectif de la politique monétaire, d'après Friedman, sur le long terme, ne peut jamais être atteint. Elle provoque alors une inflation de type monétaire. Pourquoi ? Parce que la production, si les individus ne veulent pas plus de biens, eh bien, les entrepreneurs ne vont pas proposer plus de biens, donc la production va rester constante. Mais je vous rappelle qu'au départ, on a augmenté la quantité de monnaie. Et donc, dans la théorie quantitative, si j'augmente la quantité de monnaie alors que la production reste inchangée, alors j'ai forcément une augmentation des prix. Et donc, conclusion de Milton Friedman, la politique monétaire sur le long terme est toujours vouée à créer de l'inflation de type monétaire. Voilà le résultat que vous devez retenir. Au passage, les anticipations des agents sont autoréalisatrices. Parce que si les agents avaient cru qu'effectivement la politique monétaire pouvait être efficace, eh bien ils auraient utilisé les possibilités de financement supplémentaires pour investir, pour consommer, etc. Et que ça aurait fait relancer, repartir l'économie. D'accord ? Et que donc, même si ça avait augmenté légèrement le niveau des prix, il y aurait eu aussi une augmentation de la production. Donc le fait que tout le monde croit que les conséquences vont être ce que tout le monde pense, eh bien, va faire qu'effectivement, ces conséquences vont se manifester. C'est ça le sens d'anticipation autoréalisatrice. On revoit ce phénomène sur les comportements boursiers. Alors, l'inefficacité de la politique monétaire keynésienne, donc c'est évidemment une critique généralisée de toutes les politiques keynésiennes. Pour Friedman, la hausse des quantités de monnaie n'est pas le bon moyen pour stimuler la croissance économique. Il vient de montrer que c'était inefficace, que ça ne créait que de l'inflation. C'est donc une remise en cause des politiques monétaires de relance pour augmenter l'activité économique. Donc il est en train, ça y est, il pense, en tous les cas, Friedman, avoir réglé son compte à la moitié de la théorie keynésienne en rejetant la moitié de ses solutions. L'instrument monétaire n'est pas un bon instrument de politique économique. D'abord, il n'y a pas de bon instrument de politique économique puisque la politique économique en soi est désastreuse. Rien que l'idée est désastreuse, mais en plus, avec la monnaie, c'est plutôt pire. Donc, il restera à régler son compte à la politique budgétaire, mais ce n'est pas trop Milton Friedman qui le fera, ce sont d'autres néoclassiques, évidemment, et d'autres libéraux, qui, comme l'affaire, trop d'impôts tue l'impôt. Donc, il y aura d'autres théoriciens libéraux pour s'occuper, si vous voulez, du versant budgétaire des politiques keynésiennes de relance. Ces politiques d'inspiration keynésienne n'aboutissent donc qu'à l'inflation. Alors, on peut d'ailleurs connecter ça avec ce qui s'est passé après le premier choc pétrolier, dans les milieux des années 70. En France, je vous rappelle qu'on est dans une situation de stagflation, où cohabitent le chômage et l'inflation, ce qui est théoriquement impossible. La courbe de Phillips nous montre que on a l'un ou l'autre, mais les deux, on ne connaissait pas. Et là, visiblement, dans ces années-là, on a les deux. Et donc, la grande attaque des Chicago Boys, comme on les appelle, des adeptes de Milton Friedman, c'est de dire, pourquoi vous avez de l'inflation en Europe ? Vous avez du chômage parce qu'il y a de la récession liée au choc pétrolier, mais parce que vous avez eu des politiques monétaires laxistes. Et ce n'est pas la crise qui a créé l'inflation, c'est vous.
C'est le comportement de vos banques centrales et de vos autorités monétaires. Alors, conclusion de Milton Friedman, l'inflation est partout et toujours un phénomène monétaire. Il n'y a par conséquent pas de lutte contre l'inflation sans politique monétaire restrictive. Ça, c'est très intéressant parce que finalement, dans la politique monétaire, il ne va pas tout jeter. Il va garder une partie de la politique monétaire. La politique monétaire, elle est là pour éteindre l'incendie quand le système économique surchauffe. C'est-à-dire quand il y a trop de croissance. Donc la politique monétaire restrictive, pour freiner l'économie, ça marche. Mais ça ne marche pas pour, au contraire, la relancer. La hausse immédiate de l'inflation est toujours une hausse trop rapide de la masse monétaire par rapport à celle de la production. On est dans l'expression exacte de ce que je viens de vous expliquer. Donc, on a appris que la politique monétaire, chez Friedman, elle peut être utilisée uniquement dans son sens restrictif, c'est-à-dire pour lutter contre l'inflation. La politique monétaire crée l'inflation, mais pour lutter contre l'inflation, je peux utiliser l'instrument monétaire. Alors déjà, dans cette formulation, il y a beaucoup à réfléchir. Pour le reste, la politique monétaire se réduit à une annonce de la croissance de la masse monétaire en fonction de la croissance économique attendue. Alors ça, c'est une vision très très restrictive du rôle des autorités monétaires qui n'ont absolument pas à intervenir pour augmenter, pour diminuer, etc., mais qui doivent essayer de prévoir quelle va être la croissance économique. Par exemple, on dit la croissance économique va être de 2% en 2012. Eh bien, à partir du moment où ils tablent raisonnablement sur cette probabilité, eh bien, ils vont dire, puisque la croissance est de 2%, eh bien, nous allons augmenter la quantité de monnaie en circulation de 3%, par exemple. Voilà. Et c'est fin de la politique monétaire. Donc, c'est d'annoncer aux agents que, précisément, on ne va pas créer d'inflation. On fait évoluer la quantité de monnaie uniquement par rapport à la quantité de biens produits. Donc, c'est une manière de rassurer les agents sur le caractère non inflationniste de l'offre de monnaie. Voilà à quoi se limite la politique monétaire chez Friedman. Et bien sûr, s'il y avait inflation due à la surchauffe, on restreindrait les conditions de crédit pour effectivement arriver à stopper la spirale inflationniste. Mais c'est les deux seules utilités. Alors, Robert Lucas, lui, va encore plus loin. Donc, Robert Lucas, c'est un des chefs de file de ce qu'on a appelé la nouvelle économie classique, qui commence à faire parler d'elle fin des années 70 et dans les années 80 surtout. Alors pour Lucas, les anticipations ne sont plus simplement adaptatives, elles sont rationnelles. On ne s'adapte pas à la situation, je constate qu'il y a de l'inflation, donc je ne dépense pas plus. Là, on va anticiper les choses de manière très cartésienne. Les agents connaissent les effets inflationnistes de l'augmentation de la quantité de monnaie. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors là, ceux-là sont dans une connaissance absolue, nous sommes tous des prix Nobel d'économie. Si l'État décide de relancer l'activité par la création monétaire, il ne provoque que de l'inflation, même à court terme. Là, voilà la principale différence entre Lucas et Friedman, c'est qu'il va encore plus loin, c'est que c'est toujours inefficace. La politique monétaire keynésienne est donc toujours inefficace. C'est donc un cinglant démenti de la théorie keynésienne. Et encore une fois, c'est vraiment là aussi une critique radicale.